Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'Occitanie Sport 2021. Je suis très heureux de vous retrouver ici, regardez-moi ça, sur ce superbe plateau, et ici en direct de cette Occitanie Sport et surtout en direct du hall des expositions de la métropole de Montpellier. Voilà, merci beaucoup, ça me fait plaisir parce qu'il y a déjà un public, il y a vous aussi, qui est en train de nous regarder. Et je vous promets que pendant ces 2 jours, il va y avoir du très beau programme en perspective sur cette nouvelle édition. Je voulais remercier nos partenaires, sans qui nous ne serions pas ici, présents pour ces 2 jours festifs. La région Occitanie, la métropole de Montpellier, 20 minutes, Énergie, Game One et ES1, un énorme merci à vous. Je vous le disais, vous pouvez interagir sur les réseaux sociaux sur cette nouvelle édition. Rien de plus simple, le hashtag OES 2021. Regardez, hashtag Occitanie eSport sur Twitter et Facebook, Occitanie eSport, hashtag OES 2021. Allez-y, faites-vous plaisir, balancez-nous tous vos messages d'amour. Bon, qui dit festival, qui dit LAN, qui dit compétition, dit énorme programme. Qu'est-ce qui va se passer sur cette première journée d'Occitanie eSport? Regardez le programme ensemble. Regardons le programme. 11h, eh bien, la belle introduction que je suis en train de vous faire. À partir de midi, le rapprochement entre le sport et l'e-sport. Donc, ça sera la conférence numéro 1. Ensuite, deuxième conférence, pareil, sur la thématique entre le sport et l'e-sport. On continuera à partir de 13h avec un show magie, où il y aura Kayane, Shohachin et Fury qui seront présents ici pour un spectacle magique qui sera présenté par l'ultime Apollon, que dis-je, le magicien des temps modernes, Cosinus. Ensuite, ils nous auront droit à un show match FIFA Afrique-France. Vous allez voir, vous avez encore une fois du beau spectacle en perspective sur ce show match FIFA Afrique-France. On continuera avec la Poker Race, présentée par NewTiteuf. Vous verrez avec encore une fois 4 champions qui vont s'affronter sur cette Poker Race avec la grande finale qui aura lieu demain. Et on finalisera cette première journée d'Occitanie eSport avec la finale de la Kayane Cup sur Guilty Gear Strive présentée par Kayane et le beau et somptueux TPK. Voilà. Quel beau programme pour cette première journée. Mais attention, je vous réserve encore de très belles choses pour la seconde journée de cette Occitanie eSport 2021. Encore une fois, je vous remercie d'être présent avec nous sur cette très belle LAN ici en région Occitanie, sur la métropole de Montpellier, l'une des plus grosses LAN de France, et plus vieille aussi qui existe. Et je suis très honoré encore une fois de la host cette année et d'être avec vous. Messieurs, dames, il est temps de passer maintenant au conférence. Attention, la thématique de cette première conférence, genèse et similarité entre l'univers du sport et de l'e-sport. Messieurs, dames, je vous demande d'accueillir comme il se doit, s'il vous plaît, nos premiers invités pour cette conférence. Vous allez voir, ça va durer 45 minutes. On va débattre de cette thématique du sport et de l'e-sport. On va voir un petit peu ce qui les rassemble. Vous allez voir 2 conférences, encore une fois. Et entre deux, nous aurons les messages, un petit entretien avec des élus régionaux et le maire, monsieur le maire de Montpellier, ici en direct sur ce beau plateau de l'Occitanie eSport. C'est parti. Alors, on commence avec mon premier invité. Il est là, je le vois. Il va participer tout à l'heure à une belle animation. Messieurs, dames, Antoine Billy, TPK. Oh là là, quelle entrée, comme ça et tout là. Ouais, j'arrive, j'essaie de bomber le torse, mais... Comment ça va? Ça va très bien, j'essaie de cacher mes cernes, donc les regardez pas trop fort. Alors je vais te dire, la maquilleuse qu'on n'a pas a fait un excellent boulot. Un excellent boulot, ça ne se voit pas du tout. Ah non, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas du tout, la fatigue et autres. Non. Je compte sur toi pour donner meilleur quand même. Ouais, toujours, effectivement. Bon, ça va. Antoine, c'est un plaisir de t'avoir avec nous sur ce plateau, vraiment. C'est une première, parce que c'est la première fois que je te rencontre en vrai. On se connaît de différentes LAN et autres. Mais c'est vraiment la première fois que je te vois en vrai. Et j'ai envie de te dire, t'es un beau gosse. J'allais te dire la même chose. J'ai hâte de débattre avec toi sur le sport et le sport. Hein. C'est de bon ton. C'est de bon ton. Bon, voilà. Ça va alors. Antoine, merci beaucoup. Tu peux t'asseoir. On continue alors avec mon deuxième invité qui est Alexandre Festéric, donc de chez Clanic eSport. Alexandre, viens à moi. Alexandre. Ça va?
bonjour à toi, comment tu vas? Très bien. Alexandre, Toi? petit accent chantant. Tu viens d'où là? Marseille Oh Centre. là là, à côté de moi, à côté de chez moi. Exactement. Bon Alexandre, c'est pareil, un plaisir de te retrouver sur ce Ben, plateau. merci. Vraiment. Donc, on va débattre ensemble de cette thématique sport e-sport. Je suis sûr que tu as beaucoup de choses à dire Beaucoup. par rapport à ta structure et autres. Je t'invite à t'asseoir, on va voir ça d'ici quelques instants. Alors, il n'est pas avec nous, malheureusement, mais il est à distance quand même, en direct de chez lui. Enfin, je pense que c'est chez lui. On a Nicolas Beson, vice-président de France e-sport. Nicolas, est-ce que tu es avec moi? Oui, bien sûr. Comment ça va, Nicolas? Bonjour à tous. Ça va très très bien et effectivement, je suis en direct de chez moi, de ma chambre, même pour être plus précis. Donc, voilà. Écoute, très bel éclairage, tamisé. J'ai fait de mon Nicolas. mieux. Écoute, parfait, Nicolas. Parfait, tu as tout pour faire un très très bon streamer, je te le dis de suite, Nicolas, il n'y a aucun souci. Nicolas, donc, vice-président de France e-sport, merci d'être avec nous pour cette conférence, cette première conférence, effectivement, sur la genèse et similarité entre l'univers du sport et de l'e-sport, aussi énormément de choses à dire. J'ai hâte d'en entendre un peu plus avec vous tous, avec tous les intervenants, mais on va accueillir, eh bien maintenant, normalement, notre dernier... Ah, il n'est pas là, donc nous serons 3 pour cette première conférence. Messieurs, donc, la thématique, je vous le disais, genèse et similarité entre l'univers du sport et de l'e-sport. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, on ne va pas se mentir. On peut commencer déjà, on fera un tour de table de chacun de nos intervenants. Moi, je voudrais savoir déjà le rôle d'accompagnement, est-ce qu'il est similaire, ce rôle d'accompagnement, entre le sport et l'e-sport? Parce que avec l'émergence, on va dire, du sport qui rentre dans l'e-sport et autres, il y a eu des créations de métiers, d'agents et autres, des choses qui existaient déjà dans le milieu du sport, mais qui arrivent maintenant dans le milieu du sport. Qu'est-ce que vous en pensez, toi? Oui, pour répondre à ta question, je pense que non, mais très simplement, je pense qu'il y a de vraies similitudes. Tu parlais de nouveaux métiers, tu parlais des métiers d'agents. Là, on est vraiment sur l'aspect la vie, la carrière du sportif en dehors ou du sportif. Mais même dans la vie du sportif ou du sportif au quotidien, les rôles d'accompagnant, les rôles d'entraîneur, de coach que tu retrouves dans l'e-sport, en fait, dans le sport traditionnel, se dupliquent de plus en plus dans l'e-sport jusqu'à des postes très spécifiques, des coachs mentaux, des coachs de vie, de nutrition. Je rebondis sur ce que tu dis. Coach mentaux, coach de vie, de nutrition, ça c'est quelque chose qui maintenant s'implante dans l'univers de l'e-sport. On a énormément dans les structures, on commence à voir ces coachs, tout ça. Alors moi je sais que pour ma part, alors nous on est vraiment à un niveau globalement dans notre club semi-amateur, mais on l'a mis en place. Alors évidemment c'est souvent des jeunes qui viennent nous accompagner, mais oui c'est très important parce que l'e-sport, ça sur des compétitions, c'est des grosses journées qui demandent beaucoup de concentration, de fatigue, et on essaie justement en amont de préparer nos sportifs, nos e-sportifs à prendre la pression, la gérer son stress, gérer son calme, à la fois pendant les parties et en dehors des parties. On ne gagne pas toujours, donc quand tu gagnes, c'est beaucoup plus facile de gérer ta pression et ton stress. Quand il y a des situations où tu perds, justement, ça demande du temps, ça demande des moments de relaxation. Donc ça, c'est des choses que nous, à notre niveau, met en place, mais on n'est pas les seuls. Les structures beaucoup plus grosses le font aussi de leur côté. Ah, c'est quand même une structure naissante, c'est quand même une belle structure que vous avez. Oui. Donc, il faut quand même partir du principe que ce ne sont pas que les grosses structures qui vont avoir ces besoins. Exactement. Les petites structures aussi. Exactement. D'accord, ok, Exactement. très bien. Antoine, toi, qu'est-ce que tu peux dire justement sur ces similarités entre l'univers du sport et l'e-sport? Est-ce qu'elles sont aussi voyantes que ça finalement? Alors en fait, elles sont voyantes dans la mesure où dans l'e-sport, on va chercher la performance. Bon, la performance, ça peut s'exprimer de différentes manières. Ça peut être gagner un tournoi, gagner un match, ne pas perdre un match aussi. Il y a plein de manières d'exprimer la performance et qui, on va dire, se rapprochent beaucoup de ce qu'on trouve dans le sport traditionnel. Et là, je me tournerai évidemment vers Nico parce que lui, sur le domaine du sport tradi, est infiniment plus calé que moi, puisque ma seule référence, c'est France-Italie en 2006. Donc, c'est-à-dire que j'aurais pas grand-chose. Mais effectivement, on retrouve des similarités dans la recherche de la performance. Maintenant, cette performance, comment est-ce qu'on la recherche? L'entraînement classique,
Ça, c'est, on va dire, c'est plan-plan. Hein. Le joueur s'entraîne, point, avec son programme d'entraînement, va chercher cette perf. Ou alors, on va venir aménager des respirations, un encadrement, tu parlais, c'est le bon mot, je pense. Ouais. Entre, d'un côté, on va avoir une personne plutôt attachée au développement psychologique d'un joueur, parce que, par exemple, on a vu, et ça se voit dans le sport, des talents qui, du jour au lendemain, explosent à l'international et qui ont du mal à gérer cette pression tout seul, surtout sur des sports individuels. Hein, ça peut être très complexe de gérer une pression. Alors, pourquoi justement ils ont du mal à gérer cette pression? Parce que quand tu es tout seul dans le cadre d'un sport individuel ou dans un cadre de sport en équipe où effectivement tu es le talent qui va venir un petit peu ramener l'équipe vers le haut, ça peut être complexe d'évoluer tout seul avec cette idée qu'on est très bon et qu'on doit le rester en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport d'âge aussi? Ça peut être un rapport d'âge. Je pense aussi que c'est un rapport d'expérience surtout. L'expérience au niveau de la performance, plus on y est habitué à cette performance, plus on la soutient. Moins on y est habitué, c'est-à-dire si on arrive en rookie total et que paf, du jour au lendemain on s'impose comme un élément majeur d'une scène donnée, là ça peut être beaucoup plus complexe. Ce manque d'expérience, il faut venir le combler, le rassurer avec des outils extérieurs. Ça peut être un encadrement psychologique, j'en parlais. Ça peut être aussi un encadrement, on parle de plus en plus de nutrition et de diététique, même au niveau de l'e-sport, puisque a priori, manger 3000 kilocalories avant d'aller faire une activité cérébrale ou physique, quelle qu'elle soit, c'est pas conseillé. Ou alors, ça peut être encore plus de choses qui sont aménagées. Et ça arrive dans l'e-sport de plus en plus. Pas forcément à tous les niveaux. Typiquement, si on prend un exemple, la Carmine Corp, qui est la structure numéro 1 en France, par exemple sur League of Legends. Enfin, numéro 1, je vais quand même donner les props à Misfit Première. Ça y est, là, ça tente, là, ça commence là. Ouais, ils ont quand même gagné, donc il faut quand même leur donner les props à un moment donné. Mais la Carmine Corp a évolué, et je pense, alors je n'ai pas les comptes aujourd'hui, mais a évolué sans en fait ces facteurs. Donc l'e-sport se professionnalise à ce niveau, surtout parce que en vérité l'e-sport est en quête d'une chose, et ce depuis des années, c'est la quête de la légitimité. Et la légitimité, ça s'acquiert aussi par le biais d'éléments extérieurs qu'on va venir rapprocher, donc des éléments des spécialistes dans leur domaine. C'est légitime à l'heure actuelle ou pas? Ou on recherche encore cette légitimité? En fait, ça dépend quel genre de légitimité. Est-ce qu'on parle de légitimité financière? Dans quel cas, non. La légitimité financière pour les équipes, pour l'instant, ce n'est pas rentable pour la plupart des équipes. Ça peut l'être pour les éditeurs, ça peut l'être pour les joueurs, pas pour les équipes, donc ça dépend. La légitimité en termes de spectacle, oui, on l'a gagné. La légitimité en termes d'accès à des jeunes publics, oui, on l'a gagné. Mais voilà, chacun y verra son spectre, je dirais. D'accord. Merci Antoine. Nicolas, du coup, est-ce que tu peux, toi, nous parler, justement, Antoine, je rappelle, qui est casteur, animateur, e-sportif. Ouais. Livreur de pizza, technicien. Livreur de pizza, on disait ça en amont, effectivement. Tu as fait énormément de travail. T'es un petit peu le Jarod, le caméléon de l'e-sport, en fait. C'est le Jarod. Tu as fait énormément de choses, on est d'accord? C'est vrai, c'est vrai. Bon, ça va. J'essaye. Bon, Nico qui est avec moi, alors, vice-président de France e-sport, toi, par rapport, pour rebondir un petit peu sur ce que dit Antoine, pour toi, les similarités entre l'univers du sport et de l'e-sport, qu'est-ce qu'elles sont, elles? Effectivement, comme l'ont rappelé mes deux camarades juste avant, c'est au niveau de l'encadrement aujourd'hui, c'est qu'il y a une prise de conscience dans le processus de professionnalisation de l'e-sport qui existe maintenant qui a démarré il y a une petite dizaine d'années, que la performance, c'est finalement pas simplement être bon dans le jeu, mais c'est une approche qui se doit d'être systémique, holistique, complète et globale. Et donc, elle va passer par différents dispositifs, que ce soit de la préparation physique, de la préparation mentale, de la diététique, de la nutrition, mais aussi des soins de récupération, faire des pauses actives, ou encore finalement ça va aussi se jouer dans les rythmes, on va dire, de vie, c'est-à-dire le temps passé à s'entraîner, mais aussi le temps passé avec ses amis, avec sa famille, pour pouvoir justement décompresser et que finalement tout son temps ne soit pas tourné que autour du jeu et que tout ne dépende pas que du jeu. Donc ça, c'est effectivement des aspects qui permettent en tout cas de rapprocher les deux mondes. Mais c'est pas ça qui fait en tout cas la singularité de l'e-sport par rapport au sport et qui le rapproche. C'est avant tout le fait que dans l'e-sport, ça nécessite des compétences pour pouvoir prendre l'avantage sur son adversaire. Des compétences qui sont à la fois
on l'a rappelé, cognitives, psychologiques, que ce soit en termes de traitement de l'information, que ce soit en termes d'attention, en termes finalement d'orientation dans l'espace, de vision périphérique et ainsi de suite, mais également des compétences qui vont être sociales, cette fois-ci, en termes de communication, en termes de leadership, en termes de capacité à jouer un rôle au sein d'un groupe ou à s'adapter face à différents adversaires. Et puis, chose qui peut paraître plus étonnante, mais aussi des compétences physiques, à savoir faire preuve de dextérité, de coordination entre l'œil et la main, de dissociation entre les différentes mains, d'acuité visuelle. Et donc tous ces éléments-là, c'est effectivement des compétences que l'on retrouve aussi dans certains sports. Donc certains jeux vidéo vont nécessiter certaines compétences que l'on peut rapprocher de certaines compétences qui sont nécessitées par certains sports. Alors justement Nicolas, juste 2 secondes, tu as parlé de physique. On le sait, énormément de personnes font l'amalgame entre le sport, donc le physique, et l'e-sport, et pour eux, qui n'a pas l'air d'être nécessairement très physique. Et là, tu viens de mettre le point sur quelque chose. Donc, qu'est-ce que tu répondrais à ces personnes qui disent bah, le sport, l'e-sport, c'est pas du tout la même chose. Le sport, c'est le surpassement. Alors, ils disent, c'est ce qu'on pourrait entendre, le surpassement de soi, des compétitions physiques et autres, mondiales et autres. Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens pour leur dire mais non, écoutez, le sport et l'e-sport, il y a plus de similarités que l'on pourrait le croire. C'est vrai qu'il y a une forme d'amalgame, une confusion à associer forcément le sport à la dépense énergétique. Cependant, il existe plein de sports qui ne nécessitent pas forcément une forte dépense énergétique, que ce soit le tir à la carabine, qui est une discipline olympique, le golf, qui est aussi une discipline olympique, le curling, qui est une discipline olympique. Et il y a même des sports dans lesquels, finalement, il faut même limiter sa dépense énergétique, comme l'apnée. Ouais. Donc, en fait, c'est pas un critère qui va définir le sport. Donc, en fait, on a une mauvaise conception de ce qu'est le sport de manière générale dans notre société. La réalité, c'est que le sport, il y a plein de disciplines très très différentes qui vont nécessiter différentes compétences. Mais le point commun de tous les sports, c'est qu'ils nécessitent ce qu'on va appeler une performance motrice, c'est-à-dire que ce que l'on est capable de faire avec son corps et sa motricité doit nous permettre de discriminer les vainqueurs des perdants. Ce qui est ça qui va nous permettre de prendre l'avantage sur les adversaires. Et les gens qui jouent vidéo n'ont pas forcément conscience que lorsque je joue à Street Fighter, lorsque je joue à League of Legends, lorsque je joue à Rocket League, lorsque je joue à Counter-Strike, à Overwatch, à une grande, après quasiment la totalité des jeux qui sont pratiqués en compétition, en fait, eh bien, ça va nécessiter de ma part, en tout cas, d'effectuer des actions qui sont réelles sur les périphériques de contrôle, qui vont nécessiter une très forte coordination, une haute dextérité, des temps de réaction extrêmement fins, extrêmement précis, parfois jusqu'au 60e de seconde. Et donc, ces éléments-là, même s'ils ne nécessitent pas forcément une forte dépense énergétique et on pourrait croire qu'ils ne se réduisent finalement qu'à des mouvements des doigts, mais en fait, c'est des chaînes musculaires un peu plus longues qui sont sollicitées. Finalement, en tout cas, permettent de prendre l'avantage sur son adversaire. Et c'est à ce titre-là, finalement, en tout cas, que ce talon d'Achille, comme on pourrait l'appeler, c'est-à-dire cette idée qu'il n'y a pas d'activité physique dans l'e-sport, donc ça ne le rapprocherait pas du sport. En fait, ce talon d'Achille est assez faux. Il y a une vraie performance motrice qui est nécessaire dans la pratique compétitive du jeu vidéo. D'accord. Antoine, tu voulais rebondir là-dessus Je voulais rebondir là-dessus pour bien visualiser un petit peu ce que vient de dire Nico. C'est que si je donne la manette, par exemple, si je reprends l'exemple de Street Fighter, excellent exemple, hein, si je donne la manette à quelqu'un, moi si je prends la manette, je suis un habitué de Street Fighter, je vais pouvoir a priori établir une performance, hein, au-delà de ce que je sais faire, parce que je suis quand même relativement mauvais à Street Fighter malgré toutes ces années. Maintenant, si je donne la même manette à quelqu'un qui n'a jamais joué à Street Fighter, il y aura une chute de performance immédiate. Pourquoi ? Parce que la performance motrice et la mémoire musculaire que moi j'ai construite au fur et à mesure de mes parties, de mon entraînement sur ce jeu-là, témoignent en fait de cette performance motrice que Nico mettait en avant. Et ça, c'est la distinction aussi radicale qu'on fait. Et grâce à ça aussi qu'on permet de dire qu'il y a une performance motrice dans l'e-sport. Même exemple avec le tir à l'arc, c'est un exemple qui est très souvent cité, hein. Tir à l'arc, tir à la carabine. Si je donne un arc ou une carabine à un athlète qui est spécialisé, il mettra a priori dans le mille. S'il me donne la carabine et l'arc et il me dit fais la même chose, je vais très certainement lui mettre dans l'œil. Preuve en est qu'a priori je n'ai pas moi au préalable construit cette mémoire musculaire liée aux entraînements et liée à tout ce que l'athlète au préalable a pu faire.
Très bien. Alexandre, tu voulais aussi rebondir là-dessus? Ouais, même on peut rajouter un truc. Alors juste rajouter, avant que tu rajoutes quelque chose, garde-le pour toi parce qu'on va accueillir maintenant Jérôme Coupes qui est avec nous. Jérôme, s'il te plaît, viens à nous. Donc Jérôme qui est CEO du Prodigy Agency, donc agent de joueurs e-sport internationaux. Donc Jérôme, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Bonjour. Comment tu vas, Jérôme? Très bien. Ouais, ça fait plaisir de te voir sur ce plateau de l'Occitanie e-sport. Donc un petit peu de retard, mais t'inquiète, tu vas rattraper ce retard, tu vas débattre avec nous. Ne t'en fais pas, il n'y a pas de souci, justement. Parce que ma première question, alors Alexandre, tu vas y aller, vas-y, je vais te poser cette question à toi justement après, parce que tu es agent e-sportif, donc ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus. Ma question c'était, est-ce que le rôle d'accompagnement, donc on va dire agent de joueur, est-il similaire entre le sport et l'e-sport? Donc tu vas pouvoir réfléchir et me répondre justement à cette question, parce que j'ai envie de te dire, agent sportif, e-sportif, tu peux au moins nous donner ton point de vue là-dessus. Donc Alexandre, dis-moi. Je voulais juste rajouter un truc, là on a parlé de la dépense physique dans la pratique d'une activité sportive. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est tout ce qu'il y a en dehors. Nous, on a des joueurs qui, tout à l'heure, je disais, on a des compétitions qui sont relativement longues, qui pendant 6-7 heures doivent rester assis sans forcément bouger énormément. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on les programmait, les entraînait aussi à se muscler, justement, pour éviter des torsions au niveau de la nuque, au niveau des coudes, parce qu'effectivement, il y a la pratique qui nécessite, mais aussi tout l'environnement extérieur. Et c'est pour ça que c'est important de quand même se conditionner. Le sport aide aussi, on parlait tout à l'heure de préparation mentale, mais le sport aide aussi à se préconditionner avant une compétition, à se muscler pour ne serait-ce juste pouvoir tenir en fait une position qui est quasiment, moi pour le coup c'est League of Legends, mais c'est derrière un écran d'ordi avec les deux mains sur le clavier et la souris, donc c'est une position qui est quasiment identique sur des heures suivantes. Donc ouais, tu as aussi un besoin de te muscler et de pratiquer une activité physique, même pour ce qu'il y a en dehors de la pratique pure et même du jeu. D'où la déchromatisation, j'en oublie mes mots. D'où les salles de sport qui émergent un petit peu dans les structures aussi. Exactement. Parce que j'ai eu la chance de visiter pas mal de structures dans ma carrière, et notamment GameWards et autres. Et dans ces structures, maintenant, il y a de plus en plus de salles de sport. Donc, ils leur imposent un programme sportif réel, et qu'il soit jeune ou moins jeune, bien entendu. Tout le monde doit se plier à ce programme sportif, et aussi bien à un régime alimentaire et autres. Ouais, je mets une petite virgule, c'est que ça a poussé et on sent que les structures ont mis l'emphase sur la plupart des programmes sportifs en disant voilà, nous nos athlètes ils font du sport, ils courent 25 km par jour, excellent. Bon, je trouve que on a passé le cap où les structures en ont fait peut-être selon moi un petit peu trop sur ce volet physique, parce qu'à chaque fois que tu avais une compétition, ça balançait une petite vidéo de 1 minute à base de regardez-les, ils font des tours de stade, ils vont gagner demain. La réponse est non, et je conçois qu'on ait besoin justement de rassurer les troupes et surtout rassurer les parents, parce que ça c'est un gros sujet quand tu as un jeune e-sportif. On revient à l'âge là, Antoine. On revient à l'âge, effectivement, et quand tu as un jeune athlète qui arrive, les parents disent oui mais est-ce que rester 12 heures par jour devant un ordi, ça va pas un peu lui briser le dos et les lombaires quand il aura passé la trentaine? C'est un autre débat ça. C'est un autre débat. C'est un débat antidélimué, les mecs là, c'est quelque chose qui existe depuis des années. Absolument. Ça, ce débat. Donc je suis très heureux qu'on ait quand même réussi à passer ce chapitre. Ouais. Tout le monde y va, regardez, ils ont fait 28 tours de stade, c'est cool, mais c'est pas le fond du problème selon moi. Du coup, je reviens sur toi, Jérôme. Alors, CEO de Prodigy Agency, qui est une agence donc de joueurs e-sport internationaux, d'accord? Donc, ma question pour toi, quel est le rôle d'accompagnement déjà d'un agent e-sport, et est-ce qu'il y a des similitudes justement entre un agent sportif et un agent e-sportif? Comment ça se passe? Oui. Alors, les enjeux et les challenges sont assez similaires pour les joueurs e-sport et les sportifs, surtout aujourd'hui avec le développement de l'écosystème e-sport, que ce soit les enjeux en termes de gestion de carrière, de contrats, les enjeux financiers. Aujourd'hui, les salaires sont de plus en plus importants, les sponsoring, etc. et les droits d'image sont de plus en plus importants pour les joueurs. Et ce sont des domaines où, en général, les joueurs n'ont pas de compétences ou d'expérience, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est jouer. Et c'est de plus en plus important pour eux d'être accompagnés pour éviter d'être bloqués dans des contrats, pour signer des contrats, en général, où ils ne comprennent pas la majorité des clauses légales. Il y a encore beaucoup de joueurs qui n'utilisent pas d'avocat, par exemple, aujourd'hui, pour signer des contrats. C'est important? Ouais, c'est très important, puisqu'on peut rapidement se retrouver bloqué dans des contrats qui sont aujourd'hui pas régulés par
aucune entité spécifique dans l'e-sport, peut-être sur League of Legends par Riot qui régule un petit peu les contrats et certaines clauses pour éviter que ce soit vraiment très bloquant. Mais il y a beaucoup d'équipes sur certains jeux où les contrats peuvent être très très bloquants pour les joueurs. Et si on n'est pas accompagné, si on signe un contrat, on peut se retrouver bloqué pendant plusieurs années avec un transfert fee, un buyout qui peut être complètement déconnant. Et en fait, on se retrouve entre guillemets en prison avec l'équipe sans jamais pouvoir changer et où les droits d'image sont exploités. C'est intéressant ce que tu vas dire, tu parles de transfert. Il y a un vrai mercato quand même dans l'univers de l'e-sport? Ouais, aujourd'hui, il y a un vrai mercato sur l'ensemble des jeux. Après, c'est assez différent selon les jeux. Par exemple, sur League of Legends, c'est très régulé. Il y a une période, ce qu'on appelle de free agency, où il y a un mercato similaire au football, où il y a des règles d'anti-poaching, c'est-à-dire qu'avant cette période-là, les équipes n'ont pas le droit de discuter en direct avec les joueurs. S'il y a des discussions, c'est entre les équipes seulement. Et il y a des pénalités qui sont aujourd'hui pas assez appliquées, mais il y a des pénalités pour les équipes ou pour les joueurs. Et il y a d'autres jeux, comme Counter-Strike par exemple, ou même Rocket League, où il n'y a pas de période de mercato, et c'est un peu le Far West, c'est-à-dire que les équipes contactent les joueurs un peu n'importe quand, essayent de les recruter, essayent de promettre monts et merveilles pour les faire changer d'équipe en pleine saison. Donc c'est pas encore régulé. Certains éditeurs comme Riot essayent de le réguler. C'est plus ou moins bien fait, mais ça dépend des jeux. Alors j'ai l'impression, Jérôme, que c'est un nouveau métier. C'est assez récent quand même. Comment on devient agent e-sportif, agent de compétiteurs, de joueurs e-sportifs? Alors c'est récent parce que l'e-sport a vraiment connu un boom ces dernières années. C'est-à-dire que moi je suis un ancien joueur, on peut dire entre guillemets, semi-pro, professionnel, on a eu quelques contrats, ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui, il y a une quinzaine d'années. Counter-Strike. De CS, ok. Et, sauf que depuis quelques années, les salaires sont de plus en plus importants, les contrats de plus en plus engageants, il y a des équipes qui signent des contrats de 2, 3, 4, 5 ans. Donc il y a un vrai besoin aujourd'hui pour les joueurs d'être accompagnés. Et moi, ça a commencé comme ça, où j'ai assez longtemps travaillé dans le sport de haut niveau, notamment en sport automobile, en Formule 1, où je travaillais avec des pilotes, en marketing, un peu touché à tout. Et j'ai certains des meilleurs joueurs du monde qui m'ont contacté parce qu'ils avaient besoin d'aide à la base sur développer leur marketing, leur marque, ce que je faisais en sport automobile. Et en fait, je me suis rendu compte que ces joueurs-là n'utilisaient pas d'avocat, avaient signé des contrats qu'ils ne comprenaient pas. Et c'est là où je leur ai dit, mais en fait, vous avez besoin de beaucoup plus que juste du marketing, vous avez besoin d'un staff autour de vous, d'un agent, d'un avocat, de quelqu'un pour gérer vos contrats. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et en fait, il y a eu de plus en plus de besoins, de plus en plus de joueurs qui m'ont contacté parce qu'ils étaient bloqués dans un contrat, qui ne comprenaient pas leur contrat, qui voulaient changer d'équipe mais qui étaient bloqués. Beaucoup de situations assez dingue objectivement sur les contrats, et c'est comme ça que un jour j'ai décidé de tout quitter entre guillemets pour lancer Prodigy avec le seul but de protéger les joueurs, sans savoir s'il y avait un vrai marché, un vrai business à créer, mais vraiment le but c'était de protéger les joueurs. Et au final 2 ans plus tard, je pense qu'il y a un vrai besoin, et la majorité des joueurs aujourd'hui comprennent qu'ils ont besoin d'être représentés, être accompagnés. En tout cas quand ils passent le cap de joueur amateur à joueur professionnel. Aujourd'hui, beaucoup de joueurs comprennent qu'il faut au minimum un avocat. Moi, c'est ce que je recommande aux joueurs. Si vous ne voulez pas un agent parce que vous ne voulez pas payer de commission, je le comprends. Par contre, utilisez au moins un avocat. Parce que ça peut, surtout quand on signe le premier contrat, ça peut vite ruiner une carrière. Si on signe un contrat qui est complètement bloquant, on ne peut jamais en sortir. Il y a eu beaucoup de joueurs dans ce cas-là. Justement, on est d'accord, quand tu parles d'avocat, il n'y a pas d'avocat, arrêtez-moi si je me trompe, il n'y a pas d'avocat spécialisé e-sport à l'heure actuelle, non, en France? Si, il y en a. Il y en a. Ça existe? Ouais, en fait, tu commences à avoir de plus en plus d'avocats qui, une partie de leur activité était dédiée à l'e-sport, et là, tu as de plus en plus de personnes qui disent c'est quoi, maintenant, il y a un vrai besoin à faire à 100%. Juste, je voulais rebondir sur ce que tu disais, tu parlais du côté des joueurs. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Nous, on était à un niveau qui est amateur. Si je te fais League of Legends, c'est l'Open Tour. Et on était déjà confronté à ce genre de sujet avec, donc là tu parles du côté joueur, même du côté des structures, quand on doit faire des contrats avec des joueurs qui ne sont en Macédoine, des joueurs qui ne sont pas dans la zone euro, qui ont une certaine réglementation. Nous on avait des joueurs qui étaient mineurs, qui avaient aussi demandé de l'aide d'un agent pour être accompagnés. Enfin, c'est vrai qu'il y a un vrai besoin, et c'est plus maintenant, ce que je veux dire, c'est que c'est plus réservé aux joueurs pros. Avec la chance qu'on a sur LoL, c'est que Riot a bien structuré son jeu. Ça descend même au statut des joueurs amateurs et justement des pépites qui sont en devenir et qui eux nous demandent, nous on leur demande aussi d'avoir ce genre de cadre juridique pour pouvoir avancer. Je préciserai quand même que la notion d'avocat dans l'e-sport, elle est très, très floue.
puisque la législation, il n'y en a pas autour de l'e-sport. Il n'y a pas de législation à proprement parler autour de l'e-sport. C'est des bouts de texte qui essayent de se regrouper. Alors, comment ça se fait, ça, justement, qu'il n'y ait pas encore de législation? Parce que le milieu de l'e-sport c'est jeune, l'e-sport, très, très vite. Quand même. Ça va très vite, en fait, dans l'e-sport. C'est qu'on se rend compte du jour au lendemain que les problématiques d'un joueur, par exemple, aujourd'hui, comment est-ce que je mets une exclusivité sur un joueur, par exemple? Dans le sport, ça peut se faire parce qu'il y a des contrats qui se font sur la longue durée avec de l'exclusivité des équipes par rapport à des joueurs. Dans l'e-sport, si je suis une équipe et je dis ce joueur il est plutôt bon, hein, on prend League of Legends, Counter-Strike, n'importe quel jeu, ce joueur est bon, j'ai envie de mettre une exclusivité dessus. Légalement en France, c'est pas possible en fait. Il y a pas de contrat type qui existe qui permet de dire ça c'est de l'exclu. Donc généralement on serpente, on essaie de trouver des petits leviers sur ah bah tiens TAE parce que oui la plupart des joueurs ne sont pas salariés, c'est de l'auto-entrepreneuriat etc. C'est très précaire en fait d'un point de vue juridique d'être aujourd'hui. C'est fou, ça, parce que du coup pour les gens qui ne sont pas dans le milieu, qui ne connaissent pas du tout le milieu d'e-sport, on a toujours l'impression que c'est l'Eldorado l'e-sport. C'est quelque chose qui génère des millions d'euros. C'est que quand on commence à rentrer dans l'e-sport, quand on commence à être joueur, compétiteur et autres, on a l'impression qu'on est les rois du pétrole et autres. Et est-ce que c'est des fausses informations alors tout ça? En fait, c'est pas une fausse information. Il y a un Eldorado et il y a un marché en pleine croissance, ça c'est évident. Évident. Par contre, il y a une réalité qui est qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui sont professionnels dans l'e-sport, les joueurs en première ligne, sont dans une certaine précarité, puisque c'est d'abord des statuts qui sont, on va dire, caducs à proprement parler, hein, c'est de l'auto-entrepreneuriat. Je vais vous prendre l'exemple d'un joueur qui s'appelle le Gluttony, qui est le meilleur joueur de Smash Bros Ultimate en Europe, qui est aujourd'hui auto-entrepreneur et a mis comme titre de son auto-entrepreneuriat mentaliste. Parce qu'il n'y avait rien de véritablement adapté au fait d'être joueur professionnel d'un jeu vidéo. Et il a rapproché le truc avec mentaliste en disant bon, bah, a priori mon but c'est de rentrer dans la tête des gens et de gagner, donc je vais mettre mentaliste, tu vois. Donc il y a une forme de précarité qui s'en dégage et c'est vrai. On sent qu'il y a aussi une envie de la part des différents gouvernements, notamment le gouvernement Hollande et maintenant le gouvernement Macron, qui veulent tendre vers pour fluidifier la chose et apporter un cadre solide. Mais c'est encore globalement une jungle épaisse. Et on est dans le cadre du droit français. Maintenant, on déscope et on se met sur le droit européen. Alors là, c'est encore pire. Et si on est sur le cadre du droit mondial, alors là, et sachant que l'e-sport est une discipline internationale, bonjour l'angoisse. Et c'est aussi pour ça qu'on a des agents aujourd'hui qui tentent quand même, avec le peu de leviers qu'ils ont, de protéger les joueurs et garantir leur carrière. Bon, messieurs, je vais recadrer un petit peu sur la thématique de la similarité entre l'univers du sport et de l'e-sport. Ma prochaine question, elle est pour vous tous aussi. Nicolas va certainement répondre en premier. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez à l'heure actuelle de cette prise de conscience des clubs sportifs professionnels, donc vraiment de sport, pour l'engouement des jeunes sur l'e-sport? Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour eux? Nicolas, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Les premières initiatives, elles ont commencé à la fin de l'année 2015. Il y a 3 clubs professionnels de football qui ont ouvert des sections e-sport. C'est le Beşiktaş d'Istanbul, Wolfsburg en Allemagne et puis le PSG en France. Ça a été les premiers. Et 5 ans après, aujourd'hui, même 6 ans après, vu que 2021, il y a plus de 500 clubs professionnels de sport. Alors c'est plus spécifiquement le football, c'est le basket, c'est le baseball, c'est le handball, c'est le rugby, c'est le hockey sur glace, bref, plein de sports différents et de clubs pro, et plus que pro d'ailleurs, même maintenant amateurs, qui ont ouvert leur section e-sportive. Au début, c'était principalement, très honnêtement, dans une optique très orientée marketing et communication. C'était une manière pour ces clubs-là de venir essayer de toucher une fanbase qui était celle du jeu vidéo, celle de l'e-sport, qui est plus jeune, puisque le sport aujourd'hui est confronté à différents défis, on va dire, et l'un de ses principaux défis, c'est que la population des fans de sport est vieillissante, sur beaucoup de sports en tout cas, et donc c'était une manière pour eux d'essayer finalement de venir toucher cette cible qui leur échappait. À titre personnel, et c'est vraiment un avis personnel, je pense que c'était une stratégie qui était finalement très mercantile et pas très intéressante pour être très sincère, parce que ne servir de l'e-sport que comme d'un outil marketing, à mon sens, c'est assez réducteur pour à la fois l'écosystème e-sportif et pour les joueurs et les joueuses qui sont tellement investis dans cette pratique-là que c'en était peut-être un petit peu dénigrant. Aujourd'hui, on voit qu'il y a
par l'intermédiaire encore de différentes structures et institutions sportives, puisque depuis les clubs, maintenant on a des fédérations nationales et internationales sur différents sports qui ont commencé à s'intéresser aussi à l'e-sport, et puis des organes de gouvernance comme les ministères des sports, comme les comités nationaux olympiques, comme le comité international olympique aussi, qui s'y sont intéressés. Et on a vu d'autres propositions, d'autres initiatives. Cette fois-ci, c'est plus simplement d'utiliser l'e-sport comme un outil marketing, mais c'est aussi potentiellement utiliser l'e-sport comme un outil de détection pour détecter des futurs pilotes, par exemple, pour la Fédération internationale de l'automobile. Aussi des outils de formation, d'entraînement, comme c'est le cas, par exemple, avec Zwift pour la Fédération internationale de cyclisme, l'Union de cyclisme international. Donc là, on est sur des stratégies qui, à mon sens, sont un peu plus riches, parce que finalement elles viennent prendre l'e-sport comme une discipline à part entière qui s'intègre directement dans la fédération. On peut citer le cas de la Fédération française de basket, qui s'est positionnée autour de Rocket League, qui a développé tout un produit, toute une ligue sur Rocket League Oops, le mode basket de Rocket League, qui fonctionne plutôt bien, qui est pour l'écosystème amateur, grassroots comme on dit. Justement, Nicolas, je te coupe pour rebondir sur ce que tu dis, parce que c'est vrai que tu m'as cité énormément de sports, que ce soit le basket, le baseball, le rugby ou autre, mais attention, soyons clairs sur une chose, quand ces structures, ces sports commencent à émerger dans l'e-sport, ils ne vont pas nécessairement faire de la compétition sur les jeux sportifs de leur thématique. Parce que là, on parle de Rocket League pour du basketball, on est d'accord. Parce que c'est vrai que moi, quand je vois des compétitions, notamment sportives, e-sportives, on tourne beaucoup sur du FIFA. Bon, le jeu de baston, mais bon voilà, on ne parlera pas de MMA ou autre, mais beaucoup sur des jeux comme le foot, mais je ne vois pas énormément de compétitions e-sportives sur du basket, sur du rugby, sur du baseball ou autre. Excuse-moi Nico, donc si tu peux revenir. Je pense que ça c'est l'une des limites aussi, c'est que je pense que le mouvement sportif a tendance à ne voir la dimension sportive de l'e-sport qu'à travers de ce qui se passe à l'écran, c'est-à-dire qu'il faut à tout prix que le jeu simule leur sport réel existant. Je pense que ça c'est l'une des plus grosses limites, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de jeux qui simulent des sports qui sont des très bons jeux. On a cité FIFA, on pourrait citer NBA 2K, mais dès qu'on va sur d'autres jeux, c'est plus des jeux AAA, c'est plutôt des jeux AA qui ont finalement qui sont moins bons, très honnêtement, en termes de game design et de gameplay, qui sont moins bons, et donc qui n'ont pas de communauté. C'est-à-dire que des jeux comme Handball 2021, Spike Volleyball ou je sais pas, rugby, je sais pas quoi, c'est des jeux qui certes ont le mérite d'exister, mais en fait personne n'y joue. Donc si la fédération elle veut développer une activité autour de ce jeu-là, en fait il y aura aucun mouvement de traction, parce qu'il n'y a personne à venir toucher, tout simplement. Okay. Donc je pense qu'il est important pour que les institutions sportives ne perçoivent plus seulement la dimension sportive à l'intérieur de l'écran, mais aussi sur ce qui se passe autour. Et c'est là où, comme ce qu'on disait sur la première partie de la table ronde, c'est là où le sport a une vraie expertise, c'est sur l'encadrement des joueurs et des joueuses, notamment autour des conditions de préparation et d'optimisation de la performance. Donc bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que la fédération de basket, je la prenais comme exemple, parce que je trouve que c'est intéressant pour elle. L'objectif, c'est pas de venir toucher les fans de basket en priorité, c'est de venir toucher les fans d'e-sport. Et les fans d'e-sport, ils jouent pas à NBA 2K, ils jouent plutôt à Rocket League. Et c'est en ça que je trouve ça plutôt malin. Donc aujourd'hui, les institutions sportives, pourquoi est-ce qu'elles se rapprochent de l'industrie de l'e-sport? C'est pour plein de raisons très, très, très différentes. Ça peut être pour rajeunir leur fanbase, pour attirer de nouveaux licenciés. Ça peut être également pour ouvrir de nouvelles possibilités de partenariat économique. Par exemple, Virtual Regatta, quand il s'est associé à la World Sailing, qui est la fédération internationale de voile, ça leur a permis de signer Rolex tout de suite comme partenaire. Ça peut être aussi l'occasion d'entamer sa transition numérique. Il y a le mouvement sportif, notamment le mouvement sportif fédéral, est très en retard en termes de transition numérique sur sa communication. L'une des premières choses qui a été faite au niveau de la Fédération française de basket avec l'e-sport, ça a été de repenser son site internet, d'ouvrir des réseaux sociaux, à la fois sur TikTok, d'ouvrir une chaîne Twitch. Incroyable. Et finalement de repenser
toute cette transition numérique. C'est aussi l'occasion de faire la promotion de ces athlètes, de ces sportifs et de ces sportives. C'est de mettre en avant justement ces grands champions et ces grandes championnes. C'est l'occasion aussi de mettre en avant son sport et les règles de son sport. Moi, je prends souvent cet exemple. J'ai appris à jouer au baseball en jouant à MLB The Show, qui est un jeu de baseball, qui est un sport qui est pas évident de base à comprendre. Non, carrément, et puis c'est l'occasion aussi de se positionner en tant que pionnier dans le mouvement sportif. C'est qu'aujourd'hui, toutes les fédérations ou tous les clubs que je vous les cite parce que justement c'est les premiers et ça devient des études de cas. Et quand on est une petite fédération, et sans jugement de valeur quand je dis une petite fédération, mais qu'on n'a pas la puissance de la FIFA ou de la FIBA, quand on est la World Sailing ou l'UCI et qu'on est des fédérations dont on parle moins, se positionner sur l'e-sport, c'est aussi une façon de dire, attendez, nous on embrasse cette transition numérique, nous on est au fait de ce qui se passe aujourd'hui dans les nouvelles générations, et c'est un moyen de faire parler de soi et de se positionner à ce titre-là. Donc voilà un petit peu comment ça se passe entre ces institutions sportives et l'e-sport. Merci Nicolas. Tu voulais réagir, Antoine ou Alexandre, vous vouliez réagir peut-être à ça? Moi, je voulais juste dire que je suis tout à fait d'accord avec Nico dans la mesure où la plupart des clubs sportifs, alors Beşiktaş c'était très intéressant parce que Beşiktaş ont fait du jeu de combat assez immédiatement en fait, avec notamment la prise en main de Luffy sur Street Fighter V. Mais je suis d'accord, en fait, les clubs sportifs c'était très drôle parce qu'à chaque fois qu'il y en avait un club de foot qui disait je vais faire de l'e-sport, je vais parler aux jeunes, génial, j'en ai marre des vieux qui me regardent sur la Ligue 1 avec leur abonnement qui payent tous les mois sans broncher, ils se disent on va faire du FIFA. Ouais, mais on s'emmerde en fait, parce que du coup, s'il n'y a pas de plus-value de valeur ajoutée, et je suis d'accord avec Nico, c'est que jusqu'à présent, la plupart des initiatives des clubs sportifs pour se rapprocher du milieu étaient très bas du front. C'était je fais du foot, je fais du FIFA, je fais du baseball, après attention, FIFA est un jeu qui fonctionne très bien. Bien sûr, mais en fait, ce que je veux dire, sans parler de la qualité intrinsèque du jeu ou du succès, je parle absolument pas de ça. Je parle juste des connexions et de la valeur ajoutée du milieu sportif. Je trouve qu'elle est ailleurs que simplement dire cette discipline ressemble visuellement à ce que nous on fait déjà de base, à savoir du foot, on va le faire. Donc clairement, c'était pas le plus simple, c'était pas le mieux. Et aujourd'hui, par contre, ça s'améliore effectivement. Et je pense que l'exemple qu'a cité Nico, qui est donc la FIBA, la fédération de basket, c'est le meilleur parce que l'un des meilleurs tout du moins, parce que c'est une très chouette façon d'aborder le milieu. Outre le fait que c'est intéressant et surtout, on se rend compte quand même que avoir l'appui des clubs sportifs, ça rajoute de la légitimité. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que la légitimité par rapport aux clubs sportifs, c'est cool. Et en plus, et ça, ce n'est pas négligeable, mais les clubs sportifs ont du pognon. Et ça, c'est chouette d'avoir un petit peu de pognon qui se déverse dans un milieu de l'e-sport qui, lui aussi, en a cruellement besoin. Alors, je vais vous poser une autre question qui m'intéresse un petit peu pour revenir un petit peu sur cette thématique aussi, encore une fois, ces similarités entre l'univers du sport et de l'e-sport. Moi, je voudrais savoir quels sont à peu près les moyens mis en place pour créer justement des passerelles entre ces univers. Je parle au niveau fédération et politique. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on n'a pas encore assez parlé de politique. Tu veux peut-être répondre à ça, Alexandre? Moi, je peux te donner un exemple très simple. C'est que, je suis de Marseille. Et malheureusement, Marseille. Ça ne s'entend pas, je te le dis de suite. J'ai bien fait l'impression. Du Nord, Voilà, exactement. Non, en fait, tu parles de politique, c'est intéressant. Marseille, tu vois, c'est typiquement l'exemple de ville qui n'a rien fait, ou du moins qui ne fait rien, justement. À comparaison de d'autres villes françaises, on peut parler de Montpellier, on peut parler de Lyon, on peut parler de Paris. Et tu vois, c'est là où c'est dommage, parce que je vais faire le même parallèle que ce que je pensais par rapport au foot. Tu parlais tout à l'heure de légitimité. Je pense qu'il y a encore certaines villes qui ne croient pas en l'e-sport, ou du moins qui considèrent ça comme étant quelque chose de trop petit pour venir enclencher des démarches, venir accompagner. Je le vois au niveau auquel on essaye d'aller contacter des élus, à part si tu connais des personnes qui vont venir évidemment t'ouvrir la porte plus facilement. Toi, en tant que simple dirigeant ou simple passionné, tu ne pourras rien faire sur Marseille, alors que certaines villes, ils vont arriver, ils vont t'écouter, ils vont t'orienter, ils vont mettre en place des programmes justement, même toi en tant qu'entrepreneur, entre guillemets, pour t'apprendre. Donc tu vois, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas vraiment général en France, et certaines villes se démarquent à la différence d'autres. Voilà, moi, ce que je peux te dire de mon expertise. Nicolas, pour les moyens mis en place justement pour créer ces passerelles entre ces univers au niveau fédération, je précise, et politique peut-être?
Oui, oui, tout à fait. Alors au niveau national, aujourd'hui, il y a une stratégie qui est portée par deux ministères, à savoir le ministère de l'économie et le ministère des sports, pour justement faire de la France l'une des grandes nations de l'e-sport d'ici 2025. Donc c'est un signe assez fort, notamment de la part des organes de gouvernance traditionnels du sport, de s'intéresser à l'une des dimensions de l'e-sport, qui est principalement sa dimension sociale. Là où le ministère de l'économie va plutôt être sur le développement économique du secteur, le mouvement sportif et plus particulièrement le ministère des Sports voit un intérêt en tout cas à développer les aspects sociaux de l'e-sport. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Aujourd'hui nous chez Francis Sport on a une convention d'objectifs depuis 2 ans avec le ministère par l'intermédiaire de la direction des sports et c'est des interlocuteurs privilégiés que l'on peut avoir. Mais comme l'e-sport n'est pas reconnu comme un sport en France et du côté de Francis Sport en tout cas on ne cherche pas à faire reconnaître l'e-sport comme un sport pour de multiples raisons, parce que au-delà des avantages que ça pourrait procurer, il y aurait d'autres difficultés qui seraient sous-jacentes et qui pourraient être beaucoup plus pénalisantes que tous les avantages que ça procure. Quelles sont ces difficultés, Nicolas, justement? Mais c'est qu'en fait, en France, le sport est régi par un droit spécifique qui s'appelle le code du sport, le droit du sport. Et ce droit du sport, il donne des avantages, mais aussi des contraintes. Et c'est l'un des droits les plus lourds qui existent en Europe, qui concerne le mouvement sportif. Et notamment, l'une des difficultés, enfin en tout cas l'une de ces contraintes, c'est que à partir du moment où une activité est reconnue comme un sport, alors en fait, c'est pas l'activité qui est reconnue comme un sport, c'est que c'est la fédération qui obtient un agrément de la part du ministère. Et cette fédération, elle détient à ce moment-là, elle a par l'agrément, elle détient la propriété intellectuelle des compétitions de son sport. Donc imaginons on créerait une fédération d'e-sport, ça voudrait dire que cette fédération en fait récupérait la propriété intellectuelle des compétitions qui sont organisées dans l'e-sport, et sauf qu'aujourd'hui la propriété intellectuelle des jeux elle appartient à des éditeurs, donc ça mettrait en conflit la fédération avec les éditeurs. Et en France on a cette chance à mon sens, c'est d'avoir beaucoup d'éditeurs internationaux qui ont leur bureau sur le territoire français, et c'est ce qui nous permet d'avoir un fort dynamisme sur l'écosystème en France, parce que justement dès qu'il y a un projet qui est mis en place, c'est la possibilité de discuter directement avec Riot Games, avec Activision Blizzard, avec Ubisoft, avec Capcom, avec Bandai Namco et ainsi de suite. Et là où les autres pays n'ont pas cette chance, et si les éditeurs avaient l'impression qu'on les dépossède de leur propriété intellectuelle, on prendrait ce risque que les éditeurs fuient tout simplement le pays, et donc on se retrouve à faire stagner le développement de l'écosystème. Donc ce serait à mon sens potentiellement une erreur. Et même si les deux pratiques, comme on le dit depuis tout à l'heure, ont beaucoup de similitudes, elles ont une différence majeure, c'est cette question de la propriété intellectuelle de ce bien privé qu'est le jeu vidéo. Donc au-delà de ça, juste sur cette question des politiques, c'est qu'au niveau national, donc il y a une stratégie nationale interministérielle qui est portée par le ministère des Sports, et ça bien avant de très nombreux pays dans le monde, même avant le Danemark, qui est souvent pris en exemple en Europe. Donc ça c'est quand même une forte avancée. Et après, comme l'e-sport n'est pas reconnu comme un sport au niveau national, ça va dépendre des collectivités territoriales qui, elles, vont faire le choix ou non de rapprocher l'e-sport soit du sport, soit de l'innovation, soit de la formation, soit de la culture. Et ça, on va avoir des différences qui vont expliquer que sur certaines collectivités, que ce soit des régions, des métropoles, des agglos, des villes ou des communes, eh bien, les interlocuteurs vont pas être de la même nature. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est exactement à Marseille. Effectivement, il semble pas, en tout cas, que ce soit plutôt par, on va dire, les directions des sports qu'il faille passer, mais peut-être plutôt par d'autres canaux. À Paris, il a été voté au Conseil de Paris que l'e-sport serait considéré par finalement les élus parisiens comme un sport, et donc que les enveloppes budgétaires qui seraient allouées au sport pourraient aussi l'être à l'e-sport, entre autres, mais d'autres communes et d'autres agglos font d'autres choix, quoi. Donc voilà, il y a quand même, je trouve, on a tendance à dire la France, elle est en retard par rapport à l'e-sport. Je pense que c'est assez faux, c'est assez caricatural de dire ça. Je pense qu'au contraire, la France, elle est plutôt en avance sur pas mal d'aspects, notamment la chance d'avoir le soutien de pas mal de pouvoirs publics. Ouais. Après, est-ce que c'est suffisant ? Non, clairement. Est-ce qu'il reste des choses à faire ? Oui, énormément. Mais je peux vous assurer que si vous allez en Belgique, en Espagne, en Suisse, des pays limitrophes,
c'est pire encore, quoi. D'accord. Très honnêtement. Ok. J'avais pas nécessairement, c'est bizarre que tu dis ça, j'avais pas nécessairement de cette notion de voir que la France était en retrait par rapport à d'autres pays. Justement, j'ai l'impression quand même qu'on est un pays qui explose dans l'e-sport et qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient mises en place. Et j'avais pas cette notion vraiment d'être en écart de pas mal d'autres pays du monde. Antoine, tu voulais... En fait, il y a aussi une dimension supplémentaire en France qui est méga importante et qui fait qu'on en est aussi là et que les pouvoirs publics sont autant touchés. C'est qu'en France, on a un tissu associatif qui est exceptionnel, bien plus que beaucoup de ces pays limitrophes que Nico vient de citer. C'est qu'en fait, l'e-sport en France part du bas, du très bas. Ouais. L'assaut de quartier qui se dit j'ai 3 bouts de console, je vais les mettre en place et je vais dans la foire, dans la petit rassemblement culturel pour poser, dire bah, venez jouer à mon jeu. Ça, c'est le point de départ de beaucoup d'initiatives e-sportives sur le territoire français. Et donc, on reprend un petit peu tout ce qui existe jusqu'à présent, Gamers Assembly, Lyon eSport, notamment, ça part d'assaut. Ça part d'assaut qui ont dit on va tout coller et on va faire un tournoi. Et donc, cette force associative, ce qui fait qu'il y a autant de bénévoles, ce qui fait qu'il y a autant de gens qui donnent leur week-end pour juste faire en sorte que les gens puissent se retrouver et jouer à des jeux vidéo, ça a été l'étincelle qui a mis le feu, en fait, et qui a embrasé un petit peu ce désir au niveau territorial de pousser ce milieu. Et derrière, vu que le niveau associatif est quand même très nombreux, très structuré, très puissant, les politiques et surtout les villes se sont rendus compte que ça, c'était un attrait quand même bien intéressant pour attirer des étudiants, attirer cette jeunesse en fait, qui du coup va pouvoir pleinement investir l'économie de la ville. Généralement, c'est ça qui est mis en avant. Moi, si je prends l'exemple de ma ville à Lille, ça fait des années que j'essaye de pouvoir discuter avec les différents élus sur place pour voir un petit peu ce qui peut être mis en place. Silence radio, alors qu'on est entre la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne pas très loin, Paris. Qu'est-ce qui se passe? Alors que, qui c'est qui assure quand même l'intérim derrière? Ce sont les associations qui, en dépit du soutien politique, vont quand même mettre de l'énergie dans ce territoire. Ok, d'accord. Merci Antoine. Jérôme, tu voulais peut-être dire d'autres choses? Autrement, j'ai une question pour toi, Jérôme. Moi, je voulais savoir, on parle justement de ces similitudes entre l'univers du sport et de l'e-sport, mais il y a une chose sur laquelle on n'a pas parlé, c'est les sponsors. Ça veut dire qu'on voit maintenant qu'il y a de plus en plus de sponsors qui commencent à s'intéresser à ces structures e-sportives ou autres, mais des sponsors, des grosses marques même, je pourrais dire, comme les équipes de foot, les équipes de sport ou autres. Comment est-ce que le business est en plein développement? Comment ça se passe justement? Oui, concrètement, c'est en plein développement. Aujourd'hui, l'e-sport et le gaming est un marché extrêmement porteur, avec une fanbase et une audience que beaucoup de marques veulent essayer de toucher. Donc évidemment que les budgets marketing aujourd'hui s'orientent énormément sur le gaming, sur l'influence, sur l'e-sport. L'e-sport étant un peu au centre de ces compétitions de jeux vidéo. Donc il y a beaucoup de marques qui ont commencé leur stratégie e-sport par vouloir développer leur image, leur notoriété, et donc sponsoriser des gros événements, des équipes, sans forcément avoir une vision de rentabilité ou de ROI, juste pour développer leur image. On peut prendre Mercedes par exemple, qui avait sponsorisé des événements. Il me semble que c'était Mercedes ou BMW aussi sur les événements Dota qui donnaient le prix MVP et qui offraient une voiture à un joueur. C'est des très grosses marques. Est-ce que qu'est-ce qui s'est passé pour que justement l'e-sport soit pris au sérieux? C'est parce que justement le sport s'est intéressé à l'e-sport, ou bien avant ça, ces marques-là, ces grandes marques commençaient à s'intéresser à l'e-sport en voyant que ça commençait à exploser mondialement ou autre? Je pense que c'est plus lié à l'e-sport que le sport. C'est plus l'audience, le côté millennials, l'audience assez jeune, où ces marques ont besoin de se renouveler aujourd'hui et de trouver un moyen de cibler ces jeunes qui aujourd'hui ne regardent plus forcément la télévision, qui zappent les pubs et qui sont plus devant Twitch et leur ordinateur que la télévision. Et donc il faut pour ces marques trouver des moyens d'atteindre ces jeunes et cette cible. Et aujourd'hui le gaming, l'e-sport, le jeu vidéo est un des moyens très porteurs pour ces marques-là. Et aujourd'hui, je reprends l'exemple de BMW par exemple, toucher les jeunes quand ils ont 18, 19, 20 ans, c'est aussi s'assurer une certaine potentielle fidélité auprès de la marque pour que quand ils auront les moyens d'acheter leur voiture, ils pensent BMW. Et c'est aujourd'hui une stratégie qui est de plus en plus développée par les marques, puisque l'e-sport est en plein boom, que les audiences sont en plein boom et qu'il y a les jeunes aujourd'hui consomment l'e-sport et les jeux vidéo.
Est-ce que c'est pas une pression supplémentaire? Je connais pas vraiment grand-chose à l'univers des sponsoring, du sponsor dans le sport et autres. Mais est-ce que c'est pas une pression supplémentaire pour ces structures e-sportives d'avoir de très grandes marques qui s'intéressent à eux, qui disent bon, on va se faire un partenariat, mais attention, il faut que les chiffres soient là. C'est un peu le challenge parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui étaient rentrées dans l'e-sport sans vraiment penser ROI. Ouais. C'était vraiment, bah voilà, on veut sponsoriser la plus grosse équipe, le plus gros événement parce qu'on veut développer notre image de marque dans l'e-sport. Mais aujourd'hui, on est sur un switch de cette stratégie marketing où les marques commencent à vouloir du ROI et donc analyser les chiffres, le retour sur investissement. Et c'est un peu plus compliqué aujourd'hui de l'analyser parce que quand on a 1 million ou 2 millions de personnes qui regardent la finale de League of Legends, quel est le taux de conversion pour une marque qui est sur le stream ou sur l'événement? C'est plus compliqué à traquer. Maintenant, on a quand même une chance dans l'e-sport, c'est qu'on a beaucoup de digital, on a quand même beaucoup d'experts sur l'aspect digital et qu'on est capable d'avoir des data analytics assez poussées, assez puissantes pour mettre du retour investissement en face pour ces marques. En tout cas, on a toutes les capacités pour le faire, je pense. Merci Jérôme. Justement Alexandre, je rebondis parce que tu es autour de cette table, tu es le seul qui ait une structure justement sportive. Comment ça se passe toi pour le sponsoring, les partenaires? Alors, toute transparence, nous on a la chance d'avoir à l'heure actuelle une entreprise qui est, en l'occurrence la mienne en fait, qui est le sponsor principal. Pour le coup, tu vois, là le sponsoring se fait de manière différente. Ils sont venus eux pour venir répondre à un besoin de ses collaborateurs. C'est-à-dire qu'on est une entreprise qui est dans l'IT. L'e-sport, c'est quelque chose qui plaît énormément à l'ensemble de nos collaborateurs. Donc, à un moment donné, c'est aussi venir s'intéresser à leur centre d'intérêt et venir faire quelque chose en parallèle. Globalement, pour les autres sponsors, c'est un peu comme tu disais, au début, c'est vraiment, on a envie de rajeunir notre audience, de venir toucher un petit peu et essayer de fidéliser ces jeunes qui n'auront pas plus la télé, qui sont souvent sur leur téléphone et donc on va plus dans ces pubs. À l'heure actuelle, à mon niveau, on est sur quelque chose qui est assez compliqué, c'est qu'on a des marques qui effectivement demandent un retour sur investissement, mais qui n'ont pas forcément la connaissance ou ne s'intéressent pas forcément à l'e-sport. Ouais, d'accord. Donc on est dans une bascule où on a un rôle d'éducateur, on doit venir essayer d'expliquer comment ça se passe. Twitch, pour certaines marques, c'est quelque chose qui n'est... Enfin, le mot streaming, c'est quelque chose qui ne veut rien dire pour certains. À l'époque, streamer, c'était regarder un film... de manière illégale, alors que Twitch c'est encore autre chose. Donc il y a vraiment, en plus de venir apporter un résultat, il y a aussi un travail de rassurer, expliquer, faire comprendre à l'entreprise qui veut t'accompagner et de donner du sens en fait au partenariat. Mais je pense que ce que l'e-sport vit, c'est ce qu'ont dû vivre les autres sports au tout début quand ça a dû arriver. Voilà, moi le message c'est donner du sens à ce qu'on fait pour justement impliquer les gens et à ces marques-là, ces partenaires, dire voilà, vous n'êtes pas que des simples partenaires qui nous accompagnent, vous prenez aussi partie intégrante à la vie du club et à la vie de nos activités. Voilà à peu près nous comment on essaye de manager ça à notre niveau. Merci beaucoup Alexandre. Eh bien écoutez messieurs, je pense que notre temps est fini pour cette première conférence. Je ne vais pas vous mentir, j'avais beaucoup d'autres questions pour vous et je pense que 45 minutes c'est trop peu. Effectivement, mais ça a été très intéressant. Vous avez vraiment eu votre point de vue chacun. Merci à Nicolas qui ne pouvait pas être avec nous en présentiel. Mais Nicolas, encore une fois, tu nous as fait une masterclass. J'aime beaucoup quand tu es avec nous, je te le dis. Mon petit ça devient ennuyant, hein, ça devient chiant. Ça, ouais, il faut que tu arrêtes maintenant, il faut que tu en laisses aux autres. Ça devient chiant, J'essaie d'être moins bavard qu'avant, justement, pour partager plus arrête, de temps de parole. C'est pas vrai, là. Non, c'est pas vrai. Là. Tu fais pas d'efforts, Nicolas. En tout cas, beaucoup. Merci énormément, Nicolas donc Beson, qui était avec nous. Je rappelle, vice-président de France eSport. Il y avait Jérôme qui nous a rejoint. Jérôme Coupès, donc CEO de Prodigy Agency, donc qui est une agence de joueurs eSport internationaux. Avec à mes côtés aussi, TPK, Antoine Billy, donc animateur, caster, streamer eSportif. Cet homme a tous les talents, fantastique. Et notre dernier invité, Alexandre Festeris, Clanic eSport. Donc merci Alexandre de Marseille, de Marseille. Merci à toi d'être venu aussi. Merci à vous. On a un petit public, je pense que vous pouvez les applaudir un petit peu. Allez-y quand même, montrez que vous êtes là. Merci beaucoup parce que oui, cette édition, je le rappelle, cette édition de l'Occitanie Sport se fait quand même avec un petit public face à nous cette fois, alors qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, on ne pouvait pas avoir de public. Il y a 1 an, on ne pouvait pas avoir de public. C'était vraiment juste sur un petit plateau. Merci
Merci beaucoup à vous. Je remercie encore une fois restez encore un petit peu. Je remercie encore une fois nos partenaires, la région Occitanie, la métropole de Montpellier, 20 minutes, Énergie, Game One et ES1. Merci à nos partenaires encore une fois. Vous voulez interagir sur les réseaux sociaux, rien de plus simple. Regardez juste en bas les réseaux qui vont arriver sur Twitter, Occitanie eSport, sur Facebook. Pareil, Occitanie eSport, hashtag OES 2021. Allez-y, envoyez tous vos messages d'amour pour nos invités, pour les compétitions, parce que Dieu sait, je vous le dis, qu'il va y avoir énormément de choses aujourd'hui. Déjà, TPK, on te retrouve en fin de journée pour un show. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton show ou pas? Ouais, on sera avec Kayane pour commenter le top 4, donc les finales de Guilty Gear Strive. L'un des plus gros jeux, si ce n'est le jeu de combat de 2021, avec parmi les meilleurs joueurs français qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Donc on va pouvoir vous montrer un petit peu de jeux de combat, puisque on est en marge aussi d'un festival dédié au Japon, à la culture japonaise. Et c'était l'occasion un peu de joindre les deux bouts et de montrer un petit peu cette scène que représente la scène des jeux de combat et que Nico connaît bien d'ailleurs. Bon, c'est aussi pour ça que c'est un bel homme. Super. On l'entend, c'est derrière. Merci Antoine. On se retrouve tout à l'heure donc du coup pour cette Cayenne Cup sur Guilty Gear. Je vous rappelle aussi qu'il va y avoir du FIFA France-Afrique aussi tout à l'heure. Et il y aura aussi la Poker Race présentée par New Titeuf. Voilà un gros programme gaming pour cet après-midi de première journée d'Occitanie eSport. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous ici. Le public, merci à mes intervenants pour cette première conférence. On se retrouve d'ici quelques minutes après une petite pause pour la seconde conférence et aussi l'intervention de nos élus qui seront ici avec quelques petites questions et un petit discours du maire de Montpellier, les amis. Donc, je vous donne rendez-vous d'ici quelques minutes après cette petite pause. À de suite.